En 1987, une femme nommée Claire Hutchinson a reçu un appel téléphonique qui allait détruire tout ce qu'elle croyait savoir sur sa propre existence. Au bout du fil, une voix tremblante lui a dit « Votre certificat de naissance est un faux. Vous êtes morte officiellement en 1964, mais vous êtes l'une des chanceuses. Vous êtes sortie vivante du bâtiment K. Avant de poursuivre cette histoire qui va vous glacer le sang, abonnez-vous à cette chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez en ce moment. Nous voulons savoir où se trouvent ceux qui osent affronter les secrets les plus sombres de l'histoire américaine. Pour comprendre l'horreur de ce qui s'est réellement passé à Willowbrook, il faut d'abord comprendre l'Amérique des années 50 et 60. Une Amérique prospère en surface, triomphante après la guerre, mais qui cachait derrière ses banlieues parfaites et ses voitures étincelantes une réalité bien plus sombre pour ceux qui ne correspondaient pas aux standards de normalité imposés par la société. Willowbrook State School était située sur Staten Island, à New York. Inauguré en 1947, cet immense complexe avait été conçu initialement pour accueillir 4000 personnes. Mais dès le milieu des années 50, plus de 6000 enfants et adultes handicapés mentaux s'y entassaient dans des conditions que même les documents officiels qualifiaient pudiquement de surpeuplées. L'établissement s'étendait sur près de 165 hectares, composé de dizaines de bâtiments en briques rouges, reliés par un labyrinthe de couloirs souterrains et de chemins extérieurs. Chaque bâtiment portait une lettre simple, A, B, C, et ainsi de suite. Les familles, qui y déposaient à leurs enfants, souvent sur recommandation pressante de médecins ou de travailleurs sociaux, recevaient une lettre d'affectation. Bâtiment D pour les garçons de 6 à 12 ans. Bâtiment F pour les filles adolescentes. Bâtiment J pour les cas sévères. Mais il existait un bâtiment dont on ne parlait jamais aux familles. Un bâtiment qui n'apparaissait sur aucun plan officiel de l'institution après 1953. Un bâtiment qu'on appelait simplement K. Le bâtiment K se trouvait à l'extrémité nord-est du complexe, séparé des autres structures par une zone boisée dense et un petit ravin. Pour y accéder, il fallait emprunter un chemin de service que seul le personnel autorisé connaissait. De l'extérieur, rien ne le distinguait des autres bâtiments. Même briques rouges, même fenêtres à barreaux, même architecture institutionnelle austère des années 40. Mais à l'intérieur, le bâtiment K était différent. Très différent. Dans les années 50, l'Amérique était en pleine guerre froide. Le gouvernement investissait massivement dans la recherche médicale, particulièrement dans tout ce qui concernait la santé mentale, les maladies infectieuses et ce qu'on appelait pudiquement l'amélioration de la condition humaine. Willowbrook, avec sa population captive de milliers d'enfants handicapés, représentait une opportunité unique pour les chercheurs. Les familles qui plaçaient leurs enfants à Willowbrook venaient généralement de milieux modestes. Beaucoup étaient des immigrants récents, des ouvriers, des familles monoparentales qui n'avaient ni les moyens ni les connaissances pour s'opposer aux autorités médicales. Quand un médecin leur disait que leur enfant serait mieux pris en charge dans une institution spécialisée, elles signaient les papiers, le cœur brisé mais convaincu de faire ce qu'il fallait. Ce qu'elles ne savaient pas, c'est qu'en signant ces documents, elles cédaient pratiquement tous leurs droits parentaux. L'État de New York devenait le tuteur légal de ses enfants. Et certains médecins, certains administrateurs allaient exploiter ce pouvoir de manière monstrueuse. Tout a commencé avec le docteur Samuel Brennan, un pédiatre ambitieux arrivé à Willowbrook en 1951. Brennan venait de terminer un post-doctorat en neurologie pédiatrique à l'université Johns Hopkins et avait des idées précises sur ce qu'il appelait l'optimisation des protocoles de recherche institutionnelle. Dans un mémorandum interne daté de septembre 1952, découvert bien plus tard dans les archives de l'État de New York, Brennan proposait la création d'une unité de recherche avancée au sein de Willowbrook. Il argumentait que la plupart des enfants de l'institution présentaient des opportunités d'études qui étaient gaspillées par le manque d'organisation et de coordination entre les différents services.
Sa proposition était simple et terrifiante. Centraliser les cas les plus intéressants d'un point de vue scientifique dans une unité dédiée où ils pourraient être étudiés de manière systématique sans l'interférence des visites familiales ou des contraintes administratives standards. Le directeur de Willowbrook à l'époque, un homme nommé Harold Pemberton, a non seulement approuvé cette proposition, mais lui a alloué un budget considérable provenant de subventions fédérales destinées à la recherche sur les maladies infectieuses et les troubles neurologiques. Le bâtiment K, qui avait été partiellement condamné après des problèmes de plomberie en 1951, a été complètement rénové en secret durant l'été 1953. Les travaux ont été effectués par une entreprise extérieure, pas par le personnel de maintenance habituel de Willowbrook. Des cloisons ont été ajoutées, créant des salles d'observation, des laboratoires, et ce que les documents appelaient des chambres d'isolement thérapeutique. Un système de ventilation indépendant a été installé. Les fenêtres ont été équipées de verres dépolis, rendant impossible de voir à l'intérieur depuis l'extérieur. Et surtout, un système de dossiers séparés a été créé pour le bâtiment K. La première enfant transférée au bâtiment K s'appelait Rebecca Cormier. Elle avait 8 ans. Selon son dossier d'admission à Willowbrook, elle souffrait de ce qu'on diagnostiquait à l'époque comme retard mental modéré, accompagné de crises d'épilepsie occasionnelles. Sa mère, une veuve travaillant comme femme de ménage dans un hôtel de Manhattan, l'avait placée à Willowbrook sur insistance d'un travailleur social qui lui avait assuré que sa fille recevrait les meilleurs soins possibles. Le 14 octobre 1953, Rebecca a été transférée du bâtiment D au bâtiment K. Dans les registres officiels du bâtiment D, une note manuscrite indique simplement « Transférée à l'unité spécialisée pour traitement avancé ». 3 semaines plus tard, le 4 novembre, la mère de Rebecca a reçu un télégramme de Willowbrook. Sa fille était décédée d'une méningite fulgurante. Un certificat de décès officiel a été émis, signé par le docteur Brennan lui-même. Le corps, selon le document, avait été incinéré conformément au protocole sanitaire en cas de maladie infectieuse. La mère de Rebecca, dévastée, n'a jamais su que sa fille était vivante, qu'elle avait simplement été effacée des registres officiels, qu'elle était devenue l'une des premières habitantes de ce que les membres du personnel du bâtiment K appelaient entre eux la population fantôme. Entre 1953 et 1972, 147 enfants ont officiellement décédé à Willowbrook de causes diverses: méningite, pneumonie, complications cardiaques, accidents. Pour chacun, un certificat de décès a été émis. Pour chacun, les parents ont été informés. Pour chacun, les registres officiels ont été clos. Mais 147 enfants ont été transférés au bâtiment K durant la même période. 147 enfants qui n'existaient plus sur le papier, mais qui étaient bien vivants, enfermés dans cette section isolée de Willowbrook, transformés en sujets d'expérimentation permanents. Pour maintenir un tel système pendant près de 20 ans, il fallait une organisation méticuleuse et la complicité de dizaines de personnes. Le docteur Brennan n'était pas seul. Il avait recruté une équipe de médecins, d'infirmières et d'administrateurs qui partageaient sa vision ou qui, du moins, étaient prêts à fermer les yeux en échange de promotions, de primes ou simplement de la sécurité de l'emploi. Il y avait d'abord le docteur Elizabeth Hargrove, une psychiatre spécialisée dans les troubles comportementaux chez l'enfant. Elle supervisait ce qu'elle appelait les interventions comportementales expérimentales au bâtiment K. Dans des notes retrouvées bien plus tard, elle décrivait des protocoles où des enfants étaient soumis à des privations sensorielles prolongées, à des stimulations électriques légères, à des modifications drastiques de régime alimentaire, tout cela pour observer les modifications comportementales résultantes. Il y avait ensuite le docteur Martin Rosenthal, un immunologiste qui voyait dans la population du bâtiment K une opportunité unique d'étudier la transmission des maladies infectieuses dans un environnement contrôlé. C'est lui qui a dirigé les fameuses expériences d'hépatite qui allaient finalement exposer Willowbrook au public en 1972. Mais ces expériences
n'était que la partie visible de recherches bien plus étendues menées sur les enfants du bâtiment K. Et il y avait Agnès Whitley, l'infirmière en chef du bâtiment K. Agnès avait travaillé dans plusieurs institutions psychiatriques avant d'arriver à Willowbrook en 1954. Elle était efficace, discrète et complètement dévouée au docteur Brennan. C'est elle qui gérait le quotidien du bâtiment K, qui supervisait le personnel, qui s'assurait que rien ne filtrait à l'extérieur. Le personnel du bâtiment K était soigneusement sélectionné. Beaucoup étaient des immigrants récents, parlant mal l'anglais, dépendant de leur emploi pour maintenir leur statut de résident. On leur faisait signer des clauses de confidentialité exceptionnellement strictes, leur expliquant que les recherches menées au bâtiment K étaient d'importance nationale et protégées par le secret médical le plus absolu. Ceux qui posaient trop de questions étaient rapidement mutés vers d'autres services ou simplement remerciés. Ceux qui restaient apprenaient à ne rien voir, ne rien dire, ne rien entendre. Le système fonctionnait avec une efficacité terrifiante. Quand un enfant correspondait aux critères de recherche du docteur Brennan, généralement des cas de handicap sévère sans famille proche ou avec des familles particulièrement vulnérables, un processus bien rodé se mettait en place. D'abord, l'enfant était progressivement isolé des autres résidents. On le transférait dans une section moins visitée, on espaçait les contacts avec les autres enfants. Ensuite, on contactait la famille, généralement par lettre, pour les informer que leur enfant développait des complications médicales nécessitant un suivi spécialisé. Les visites étaient découragées, puis carrément interdites sous prétexte de protocoles sanitaires stricts. Puis venait l'étape cruciale, la falsification médicale. Un médecin complice diagnostiquait une maladie grave, souvent une infection. L'enfant était placé en quarantaine stricte. Quelques jours ou semaines plus tard, la famille recevait la terrible nouvelle. Leur enfant était décédé. Le certificat de décès était rédigé, signé, enregistré auprès des autorités de l'État de New York. Mais l'enfant, lui, était transféré de nuit au bâtiment K. Dans les registres de ce bâtiment, il recevait un nouveau numéro d'identification, composé uniquement de chiffres. Plus de nom, plus de date de naissance officielle, plus de lien avec son identité précédente. Juste un numéro dans un système parallèle de documentation que même la plupart du personnel de Willowbrook ignorait. Les familles, quant à elles, faisaient leur deuil. Beaucoup étaient trop pauvres pour s'offrir des funérailles élaborées. On leur disait que le corps avait été incinéré pour raisons sanitaires, une pratique courante à l'époque pour les décès dans les institutions. Certaines familles recevaient même une urne contenant, leur disait-on, les cendres de leur enfant. En réalité, ces urnes contenaient des cendres anonymes provenant du crématorium de l'hôpital. Et ainsi, année après année, la population fantôme du bâtiment K grandissait. 147 enfants officiellement morts, mais bien vivants, enfermés dans ce bâtiment isolé. Claire Hutchinson n'avait aucun souvenir de Willowbrook. Ses premiers souvenirs commençaient vers l'âge de 5 ou 6 ans, dans une petite maison de Yonkers, avec une femme qu'on lui avait toujours présentée comme sa mère, Dorothy Hutchinson. Dorothy était une femme discrète, secrète même, qui parlait peu de son passé et décourageait les questions. Claire avait grandi en sachant qu'elle était différente. Elle avait des difficultés d'apprentissage, des troubles de la coordination, et ce que les médecins appelaient un retard de développement léger. Mais avec le soutien de Dorothy, elle avait réussi à mener une vie relativement normale. Elle avait terminé le lycée, trouvé un emploi comme assistante dans une bibliothèque, s'était mariée brièvement puis divorcée, et menait en 1987 une existence tranquille dans un petit appartement du Bronx. Dorothy était décédée en janvier 1987, emportée rapidement par un cancer du pancréas. En triant ses affaires, Claire avait trouvé des choses étranges. Des liasses de documents légaux, des lettres d'avocats datant des années 60, des coupures de presse sur Willowbrook. Mais surtout, elle avait trouvé une boîte en métal verrouillée que Dorothy avait cachée au fond de son armoire. Claire avait mis des semaines à trouver le courage d'ouvrir cette boîte. Quand elle l'avait enfin fait,
Elle avait découvert des documents qui n'avaient aucun sens pour elle. Un certificat de naissance à son nom, mais avec une date différente de celle qu'elle avait toujours connue. Des photos d'elle bébé avec une femme qui n'était pas Dorothy. Et, le plus troublant, une lettre manuscrite de Dorothy, datée de 1985, commençant par ces mots. « Ma chère Claire, si tu lis ceci, c'est que je suis morte et que tu as des questions. Je vais te dire la vérité même si elle est terrible. » Dans cette lettre, Dorothy expliquait qu'elle n'était pas la mère biologique de Claire, qu'elle avait été infirmière à Willowbrook dans les années 60, qu'elle avait travaillé au bâtiment K, et qu'elle avait fait sortir Claire de cet endroit en 1964, dans des circonstances qu'elle ne détaillait pas entièrement dans la lettre. « Ce que j'ai vu dans ce bâtiment me hante encore aujourd'hui », écrivait Dorothy. « J'ai fait sortir 3 enfants en 5 ans. Tu étais la première. Je ne pouvais pas les sauver tous, mais je pouvais te sauver toi. Le prix que j'ai payé était énorme, mais cela en valait la peine. Tu méritais une vie, une vraie vie, pas celle de cobaye qu'il t'avait réservée. » La lettre se terminait par une mise en garde. Ne cherche pas à en savoir plus. Les gens impliqués étaient puissants. Certains le sont encore. Vis ta vie. Oublie Willowbrook. Oublie le bâtiment K. C'est le dernier conseil que je peux te donner. Mais comment pouvait-elle oublier? Comment pouvait-elle continuer à vivre normalement en sachant qu'elle était officiellement morte depuis 1964, que toute son existence était construite sur un mensonge, que quelque part, il y avait peut-être une famille qui la pleurait encore? Claire avait passé des semaines à tourner en rond dans son appartement, la lettre de Dorothy relue des centaines de fois. Elle avait tenté de retrouver des traces de sa vie d'avant. Son vrai certificat de naissance indiquait qu'elle s'appelait Claire Delaney, née en 1958. Sa mère était Catherine Delaney, une jeune femme célibataire travaillant comme serveuse. Grâce à des recherches aux archives de la ville, Claire avait découvert que Catherine Delaney était décédée en 1969, seulement 5 ans après la supposée mort de sa fille. Morte d'une overdose de somnifères, le décès avait été classé comme suicide. Catherine n'avait que 32 ans. Avait-elle mis fin à ses jours par chagrin d'avoir perdu sa fille? Ou y avait-il autre chose? Cette question torturait Claire. C'est alors qu'elle avait reçu l'appel téléphonique. C'était un soir de mars, vers 20 heures. Une voix d'homme, âgée, tremblante. Claire Hutchinson, ou devrais-je dire Claire Delaney. Claire avait failli raccrocher, pensant à un canular ou à une arnaque. Mais quelque chose dans le ton de la voix l'avait retenue. « Qui êtes-vous » avait-elle demandé. « Mon nom est Thomas Brennan. Je suis le fils du docteur Samuel Brennan. Je crois que vous avez le droit de savoir ce qui vous est arrivé, ce qui est arrivé à tous ces enfants. » Thomas Brennan avait 80 ans en 1987. Il vivait dans une maison de retraite du New Jersey, rongé par l'emphysème et les remords. Il avait su pour le bâtiment K depuis l'adolescence, mais n'avait jamais rien dit. Maintenant, sentant la mort approcher, il ne pouvait plus garder le silence. Son père, le docteur Samuel Brennan, était décédé en 1981, emportant ses secrets dans la tombe. Mais il avait laissé derrière lui des documents, des notes, des journaux que Thomas avait découverts en vidant la maison familiale. Des documents qui détaillaient, avec une froideur clinique, 20 ans d'expérimentation sur des enfants sans défense. « Mon père était un monstre », avait dit Thomas à Claire lors de leur première rencontre dans un café du Queens. Mais il n'était pas seul. Il y avait tout un système, toute une structure qui rendait cela possible. Et le pire, c'est que tout le monde savait. Le directeur de Willowbrook savait. Les administrateurs de l'État savaient. Les organismes fédéraux qui finançaient les recherches savaient. Thomas avait apporté avec lui une boîte remplie de documents, des listes d'enfants avec leur numéro d'identification du bâtiment K, des protocoles d'expérimentation, des notes sur les résultats obtenus, des budgets détaillant les financements reçus de diverses agences gouvernementales. Claire avait découvert son propre dossier, numéro K0047. Elle avait été transférée au bâtiment K en mars 1963, à l'âge de 5 ans. Le diagnostic officiel ayant justifié son placement était «
retard de développement sévère avec troubles comportementaux. En réalité, selon les notes, elle présentait simplement un léger retard de langage, parfaitement normal pour un enfant de 5 ans élevé dans un environnement institutionnel. Les notes détaillaient les interventions dont elle avait fait l'objet. Tests de privation sensorielle, exposition à des virus atténués pour étudier les réponses immunitaires, modification de régime alimentaire drastique. Tout cela documenté avec une précision méticuleuse, comme s'il s'agissait d'expériences sur des animaux de laboratoire plutôt que sur des êtres humains. Mais ce qui avait le plus choqué Claire, c'était une note datée du 15 août 1964, sujet K0047 manquant. Infirmière D. Hutchinson ne s'est pas présentée à son poste depuis le 12 août. Enquête interne en cours. Recommandation: classer le dossier comme décès naturel, mettre à jour les registres en conséquence. Dorothy l'avait sortie de là. Dorothy avait risqué sa carrière, probablement sa liberté, pour sauver une enfant qu'elle ne connaissait même pas. Votre mère adoptive était une héroïne, avait dit Thomas. Mon père l'a cherchée pendant des années. Il voulait la poursuivre pour enlèvement. Mais elle avait disparu, changé d'identité, et emmené 3 enfants avec elle sur 5 ans. 3 enfants sauvés sur 147. Claire avait alors posé la question qui la hantait. Et les autres? Qu'est-il arrivé aux autres enfants? Thomas avait détourné le regard. C'est là que ça devient vraiment horrible. En 1972, quand le scandale des expériences d'hépatite a éclaté, mon père et ses collègues ont paniqué. Ils savaient que si l'existence du bâtiment K était découverte, ils iraient tous en prison. Alors ils ont fait disparaître les preuves. Que voulez-vous dire par disparaître les preuves? Les dossiers ont été détruits. Les registres du bâtiment K ont été brûlés. Et les enfants? Thomas s'était tu, les larmes aux yeux. Les enfants qui restaient ont été dispersés. Certains ont été transférés dans d'autres institutions sous de nouvelles identités. D'autres? Je ne sais pas exactement ce qui leur est arrivé. Les notes de mon père deviennent évasives après 1972. Claire sentait la nausée monter en elle. Combien d'enfants restaient au bâtiment K en 1972? Thomas avait ouvert l'un des carnets de son père, trouvé une page spécifique. Selon ce registre, il y avait 63 enfants au bâtiment K en janvier 1972. Certains y étaient depuis presque 20 ans. 63 enfants dont personne ne se souciait, dont personne ne réclamait la présence, puisqu'ils étaient officiellement morts depuis des années. 63 fantômes dans une institution que l'État de New York allait fermer en 1987. Il faut révéler tout ça, avait dit Claire. Il faut que les gens sachent. Mais Thomas avait secoué la tête. J'ai essayé. J'ai contacté des journalistes, des avocats. Personne ne veut y toucher. Les gens impliqués étaient trop puissants. Certains ont fait de brillantes carrières après Willowbrook. L'un d'eux est maintenant doyen d'une faculté de médecine prestigieuse. Un autre travaille pour les centres de contrôle des maladies. Ils ont des avocats, des relations, de l'argent. Et surtout, ils ont quelque chose de plus puissant. Le temps. Si cette révélation vous donne des frissons, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à commenter ce que vous pensez qu'il s'est réellement passé. Car l'histoire devient encore plus troublante. Claire ne pouvait pas laisser tomber. Elle avait contacté une journaliste d'investigation nommée Rachel Torres, qui travaillait pour un journal local. Rachel était jeune, idéaliste, et surtout elle avait un lien personnel avec Willowbrook. Sa grand-mère avait travaillé comme cuisinière dans l'institution pendant des années. Ensemble, elles avaient commencé à enquêter. Rachel avait utilisé ses contacts pour obtenir l'accès aux archives de l'État de New York concernant Willowbrook. Claire, de son côté, avait tenté de retrouver d'autres personnes qui avaient travaillé au bâtiment K. C'était comme chercher des fantômes. Beaucoup étaient décédés. D'autres refusaient catégoriquement de parler, raccrochant dès qu'on mentionnait le bâtiment K. Certains niaient même que ce bâtiment ait jamais existé. Mais finalement, elles avaient trouvé Maria Gonzalez.
Maria avait été aide-soignante au bâtiment K entre 1967 et 1969 avant de démissionner brusquement. Elle vivait maintenant dans un petit appartement du Bronx, seule, avec ses souvenirs et sa culpabilité. « Je ne voulais pas participer », avait-elle dit lors de leur rencontre. « Mais j'avais besoin du travail. J'avais 3 enfants à nourrir, mon mari était parti. » Quand j'ai commencé à poser des questions sur ce qu'on faisait à ses enfants, l'infirmière Whitley m'a dit que si je voulais garder mon emploi, je devais me taire et obéir. Maria avait décrit la routine quotidienne du bâtiment K. Les enfants étaient gardés dans des chambres individuelles ou des petits dortoirs de 4 à 5 lits. Ils portaient des uniformes gris sans aucune marque distinctive, juste leur numéro d'identification cousu sur la poitrine. Ils n'avaient pas de jouets, pas de livres, pas de contact avec l'extérieur. Les médecins venaient plusieurs fois par semaine, avait raconté Maria. Ils emmenaient les enfants un par un dans les salles d'examen. Parfois les enfants revenaient en pleurant, parfois ils étaient dans un état second, probablement drogués. On nous disait de ne poser aucune question. Maria se souvenait particulièrement d'un petit garçon qu'elle appelait le numéro 23. Il devait avoir 8 ou 9 ans. Il dessinait tout le temps. Sur n'importe quoi, avec n'importe quoi. Un jour, le docteur Hargrove a décidé de mener une expérience de privation créative. Elle lui a retiré tout ce qui pouvait servir à dessiner. Le garçon est devenu comme fou. Il se griffait les bras pour dessiner avec son sang sur les murs de sa chambre. « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» avait demandé Claire, la voix tremblante. « Je ne sais pas. Un jour il était là. Le lendemain, sa chambre était vide. On nous a dit qu'il avait été transféré. Mais je pense qu'il est mort et qu'ils l'ont fait disparaître comme il faisait disparaître tous les problèmes. » Maria avait également révélé quelque chose de crucial. En 1969, juste avant de démissionner, elle avait entendu une conversation entre le docteur Brennan et un visiteur qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Un homme en costume qui n'avait pas l'air d'un médecin. Il parlait de financement. L'homme en costume disait que le programme devait produire des résultats plus concrets, sinon les fonds seraient recoupés. Le docteur Brennan répondait qu'on ne pouvait pas accélérer certains protocoles sans prendre des risques. L'autre a dit quelque chose comme « Nous ne manquons pas de sujets. Si certains ne survivent pas, nous pouvons en obtenir d'autres. » Cette phrase avait glacé le sang de Maria. Elle avait compris ce jour-là qu'elle travaillait dans un endroit où des enfants étaient considérés comme du matériel jetable. Elle avait démissionné le lendemain, prétextant une maladie familiale. Rachel et Claire avaient également découvert quelque chose de troublant dans les archives financières de Willowbrook. Entre 1953 et 1972, le bâtiment K avait reçu des financements de sources multiples. L'Institut national de la santé, le département de la défense et plusieurs fondations privées liées à l'industrie pharmaceutique. Les montants étaient considérables, plus de 3 millions de dollars sur 20 ans, une somme énorme pour l'époque. Mais il n'y avait aucun rapport public sur l'utilisation de ces fonds, aucune publication scientifique détaillant les résultats des recherches menées. C'est comme si tout avait été classifié, avait dit Rachel en examinant les documents. Regardez ces codes budgétaires. Ils correspondent à des programmes de recherche liés à la défense nationale et à la guerre biologique. La guerre froide battait son plein durant ces années. Le gouvernement américain investissait massivement dans tous les types de recherches pouvant donner un avantage stratégique. Des expériences sur les radiations, sur les maladies infectieuses, sur le contrôle comportemental. Des programmes comme MKUltra, qui ne seraient révélés au public que bien plus tard. Le bâtiment K avait-il été une extension de ces programmes? Les enfants handicapés, considérés comme inutiles par une société eugéniste, avaient-ils été sacrifiés au nom de la sécurité nationale? Claire et Rachel avaient décidé de visiter Willowbrook. L'institution avait fermé ses portes en mars 1987, seulement quelques mois avant leur enquête. Les bâtiments étaient abandonnés, en attente d'une décision sur leur sort futur. Elle s'y était rendue un après-midi gris d'avril. Le complexe était immense, désolé, hanté par les échos de décennies de souffrance. Les fenêtres brisées regardaient comme des yeux vides.
Des graffitis couvraient certains murs. La végétation commençait déjà à reprendre ses droits. Elles avaient trouvé le bâtiment K. Il se dressait à l'écart, partiellement caché par des arbres qui avaient poussé sans contrôle. La porte principale était verrouillée par des chaînes et un cadenas rouillé, mais une fenêtre du rez-de-chaussée avait été brisée, probablement par des vandales. À l'intérieur, l'odeur de moisissure et d'abandon était suffocante. Des débris jonchaient le sol, des dossiers déchirés, des chaises renversées, des lits métalliques rouillés. Les murs étaient recouverts d'une peinture institutionnelle vert pâle, écaillée. Claire marchait dans les couloirs comme dans un cauchemar éveillé. Elle ne se souvenait de rien consciemment, mais quelque chose en elle reconnaissait cet endroit. Une terreur primitive qui remontait de son inconscient. Elles avaient trouvé ce qui semblait être les anciens bureaux administratifs. Des armoires métalliques avaient été forcées, leur contenu éparpillé sur le sol. La plupart des documents avaient été emportés ou détruits, mais en fouillant méthodiquement, Rachel avait trouvé quelques feuilles coincées derrière une armoire tombée. C'étaient des listes, des numéros d'identification avec des dates et des codes, K001 à K0147. À côté de chaque numéro, une série de codes alphanumériques incompréhensibles sans contexte, mais qui semblaient indiquer des protocoles ou des expériences spécifiques. Claire avait trouvé son propre numéro K0047. À côté, plusieurs codes et une note manuscrite. Sortie non autorisée, 12 août 64. Dossier clos. Mais ce qui les avait vraiment glacés, c'était une autre liste trouvée dans la même armoire. Un document dactylographié daté du 15 mars 1972, intitulé « Protocole de fermeture, opération nettoyage ». Le document détaillait un plan pour résoudre le problème de la population résiduelle du bâtiment K suite à la fermeture imminente du programme. Il parlait de redistribution des sujets, de destruction complète de la documentation et de garantie d'absence de traces futures. La section la plus sinistre était intitulée « Disposition finale des sujets non transférables ». Elle mentionnait que certains enfants, particulièrement ceux qui avaient passé de nombreuses années au bâtiment K et qui présentaient des dommages physiques ou psychologiques trop visibles, ne pouvaient pas être simplement transférés dans d'autres institutions, sans risquer d'attirer l'attention. Le document ne détaillait pas explicitement ce qu'il fallait faire de ces enfants, mais il mentionnait « solution définitive, conforme au protocole sanitaire d'urgence » et faisait référence au crématorium de l'institution. Rachel avait pris des photos de tous les documents avec son appareil. Claire, elle, était assise par terre, tremblante, essayant de comprendre l'ampleur de l'horreur. « Combien ?» avait-elle murmuré. « Combien d'enfants ont été tués pour couvrir ce programme ?» Elle ne le saurait probablement jamais avec certitude. Mais en recoupant les listes trouvées avec les informations fournies par Thomas Brennan, elles estimaient qu'au moins 20 à 30 enfants avaient simplement disparu entre janvier et juin 1972. 20 à 30 enfants dont personne ne réclamerait jamais le corps, puisque officiellement, ils étaient déjà morts depuis des années. En sortant du bâtiment K, Claire avait remarqué quelque chose qu'elles avaient manqué en entrant. Derrière le bâtiment, partiellement caché par la végétation, il y avait une zone de terrain qui semblait avoir été perturbée puis nivelée. L'herbe y poussait différemment, plus drue, plus verte, le genre de terrain qui aurait pu servir de fosse commune improvisée. L'article de Rachel Torres a été publié en mai 1987 dans un journal local du Bronx. C'était un texte long, documenté, explosif. Elle y détaillait l'existence du bâtiment K, les expériences menées sur des enfants officiellement décédés, les financements gouvernementaux, les témoignages de Maria Gonzalez et de Thomas Brennan. L'article a provoqué un certain émoi local, mais pas l'indignation nationale que Rachel et Claire espéraient. Les grands journaux n'ont pas repris l'histoire. Les chaînes de télévision nationales l'ont ignorée. Pourquoi? Plusieurs raisons possibles. D'abord, Willowbrook était déjà connu pour ses scandales. L'histoire des expériences d'hépatite avait éclaté en 1972.
L'institution était fermée. Pour beaucoup, c'était de l'histoire ancienne, pas une actualité brûlante. Ensuite, les preuves, bien que troublantes, n'étaient pas absolues. Les documents trouvés étaient fragmentaires. Les témoins étaient peu nombreux et certains, comme Thomas Brennan, étaient les enfants des accusés, ce qui jetait un doute sur leur crédibilité. Et surtout, les personnes impliquées avaient des protections puissantes. Le docteur Elizabeth Hargrove était devenue une psychologue infantile renommée, auteur de plusieurs livres à succès. Le docteur Martin Rosenthal avait fait carrière dans la recherche sur les vaccins et était considéré comme un pionnier dans son domaine. Agnès Whitley avait pris sa retraite confortablement en Floride. Aucun d'eux n'a accepté de commenter l'article. Leurs avocats ont menacé de poursuites pour diffamation. Et sans preuves irréfutables, sans corps, sans témoignage direct des victimes elles-mêmes, il était difficile de les poursuivre en justice. Claire a tenté de retrouver d'autres survivants du bâtiment K. Elle a placé des annonces dans les journaux, contacté d'anciennes institutions où les enfants auraient pu être transférés. Elle a reçu quelques réponses, mais rien de concluant. Une femme, Hélène Kowalski, lui a écrit pour dire qu'elle pensait avoir été au bâtiment K dans les années 60. Elle se souvenait de fragments, des chambres blanches, des médecins qui lui faisaient des piqûres, une infirmière méchante avec un accent du Sud, mais ses souvenirs étaient flous, brouillés par les années et peut-être par les médicaments qu'on lui avait administrés. Un homme qui signait simplement K089 lui a envoyé une lettre troublante. Il écrivait qu'il savait ce qu'il était, qu'il se souvenait du bâtiment K, mais qu'il ne voulait pas témoigner publiquement. « Ils nous ont volé notre enfance », écrivait-il. « Je ne vais pas leur laisser voler aussi mon anonymat et ma paix. Laissez les morts enterrer les morts. » La phrase finale de sa lettre hantait Claire. « Vous avez eu de la chance. Vous êtes sortis assez jeunes pour oublier. Certains d'entre nous se souviennent de tout. Et croyez-moi, c'est une malédiction, pas une bénédiction. » En juin 1987, le bureau du procureur de l'État de New York a annoncé qu'il ouvrait une enquête préliminaire sur les allégations concernant le bâtiment K. Mais cette enquête a été rapidement et discrètement abandonnée, officiellement par manque de preuves substantielles et de plaignants identifiables. Thomas Brennan est décédé en août 1987, 2 mois après la publication de l'article. Sa nécrologie dans le New York Times ne mentionnait que son travail de professeur d'histoire au lycée, pas son rôle dans la révélation des secrets de son père. Maria Gonzalez a déménagé peu après avoir témoigné, disant à Claire qu'elle ne se sentait plus en sécurité. Elle a refusé de donner sa nouvelle adresse. Rachel Torres a continué à enquêter pendant quelques mois, mais sans nouveau développement, elle a dû passer à d'autres sujets. Elle a par la suite fait une belle carrière dans le journalisme d'investigation, mais elle dira toujours que l'histoire de Willowbrook était celle qui l'avait le plus marquée, et celle où elle avait eu le sentiment d'avoir échoué. Claire, elle, a essayé de reprendre une vie normale. Elle a quitté son emploi à la bibliothèque et a commencé à travailler pour une association d'aide aux personnes handicapées. Elle voulait faire quelque chose de positif, quelque chose qui honorerait la mémoire des enfants du bâtiment K. Elle s'est aussi lancée dans une quête personnelle pour retrouver sa mère biologique, Catherine Delaney. Elle a découvert que Catherine avait été une jeune femme brillante, intelligente, qui travaillait comme serveuse pour payer ses études d'infirmière. Elle était tombée enceinte à 19 ans. Le père avait disparu, et elle avait décidé de garder le bébé, malgré les pressions familiales et sociales. Quand Claire, alors bébé, avait commencé à montrer des retards de développement, probablement dus à une naissance prématurée et à des complications, Catherine avait consulté un pédiatre qui lui avait recommandé de placer l'enfant dans une institution spécialisée pour son bien. Catherine avait résisté pendant des années, mais les pressions s'étaient intensifiées. Les travailleurs sociaux, les médecins, même sa propre famille, lui répétant qu'elle était égoïste de garder cet enfant, qu'elle ruinait ses chances d'avoir une vie normale. Finalement, épuisée, isolée, elle avait cédé et signé les papiers en 1962. Claire a retrouvé le journal intime de Catherine, conservé par une cousine éloignée.
Les dernières entrées, datant de 1964, juste après qu'on lui ait annoncé la mort de sa fille, étaient déchirantes. « Ils m'ont dit qu'elle est morte de méningite », écrivait Catherine. « Ils m'ont dit que c'était rapide, qu'elle n'a pas souffert. Ils m'ont dit que je ne pouvais pas voir le corps pour raisons sanitaires. Ils m'ont donné une urne avec ses cendres. Je la garde sur ma table de nuit. Chaque soir, je lui parle et je lui demande pardon. Pardon de l'avoir abandonnée. Pardon de ne pas avoir été plus forte. Pardon d'avoir cru ces médecins qui me disaient que c'était pour son bien. Plus loin. Je sais que je ne m'en remettrai jamais. Ils disent que le temps guérit toutes les blessures, mais je sens que cette blessure ne fera que s'approfondir. Claire aurait eu 6 ans ce mois-ci. Je me demande qui elle serait devenue. Je me demande si elle m'en veut, là où elle est. Et la dernière entrée, datée de novembre 1969, écrite d'une main tremblante. Je ne peux plus. La douleur est trop forte. Je veux juste retrouver ma petite fille. Où qu'elle soit, je vais la rejoindre. Pardonne-moi, Claire. Ta maman t'aime. Claire avait pleuré en lisant ces mots. Sa mère n'avait jamais su qu'elle était vivante. Elle était morte en croyant avoir abandonné puis perdu son enfant. Une double tragédie. L'enfant volé, la mère brisée. Dorothy Hutchinson, l'infirmière qui avait sauvé Claire, avait elle aussi payé un prix élevé. En fouillant davantage dans ses affaires, Claire avait découvert que Dorothy avait dû abandonner sa propre carrière d'infirmière, changer d'identité, vivre dans la peur constante d'être découverte. Elle n'avait jamais eu de famille, jamais eu de vie sociale normale, toujours terrifiée que quelqu'un reconnaisse Claire ou fasse le lien avec Willowbrook. Elle avait vécu dans l'ombre, une héroïne anonyme qui avait sauvé 3 enfants, mais qui n'avait jamais pu en parler à personne. En 1988, un an après la publication de l'article de Rachel, Claire a reçu un colis anonyme. À l'intérieur, il y avait une vieille photographie en noir et blanc, montrant un groupe d'enfants en uniforme gris debout devant un bâtiment en briques. Au dos, une date, 15 mai 1964. Et au bas de la photo, griffonné au crayon, des numéros d'identification. Claire avait compté 43 enfants sur la photo. 43 fantômes dont elle était peut-être la seule à connaître l'existence et le destin. Elle avait cherché son propre visage dans le groupe, mais les enfants étaient tous si semblables, avec leurs uniformes identiques, leurs cheveux coupés courts, leurs visages sans expression. Elle aurait pu être n'importe laquelle de ces petites filles anonymes. Avec le colis, il y avait aussi une note manuscrite, non signée. Vous avez posé des questions. Voici une réponse. Mais certaines vérités sont trop dangereuses pour être complètement révélées. Les personnes qui ont permis l'existence du bâtiment K sont toujours vivantes, toujours puissantes. Elles veillent à ce que certains secrets restent enterrés. Soyez prudente. Et soyez reconnaissante d'être sortie vivante. Claire a fait encadrer la photographie. Elle l'a accrochée dans son salon, un mémorial privé pour ses 43 enfants, et tous les autres. Chaque jour, en la regardant, elle se demande combien sont encore en vie, combien se souviennent, combien ont réussi à construire une vie malgré tout, et surtout, combien reposent dans cette zone de terre perturbée derrière le bâtiment K, sans nom, sans pierre tombale, sans personne pour pleurer leur mort. En 1989, Claire a appris que le site de Willowbrook allait être transformé en campus universitaire. Le bâtiment K devait être démoli. Elle a contacté les autorités pour demander qu'une recherche soit effectuée sur le terrain derrière le bâtiment avant la démolition pour vérifier s'il n'y avait pas de restes humains enterrés. Sa demande a été poliment mais fermement refusée. Il n'y avait, lui a-t-on dit, aucune preuve crédible justifiant ce type d'investigation coûteuse. Le terrain a été nivelé, recouvert et transformé en pelouse pour le nouveau campus. Si des corps étaient enterrés là, ils le sont toujours. Aujourd'hui, le College of Staten Island occupe l'ancien site de Willowbrook. Des milliers d'étudiants marchent chaque jour sur ces pelouses, étudient dans ces salles de classe construites sur les fondations des anciens bâtiments. Ils ne savent rien de ce qui s'est passé ici. Le bâtiment K a été démoli en 1990. Il n'en reste aucune trace visible.
Même son emplacement exact est difficile à déterminer aujourd'hui, les plans ayant été modifiés lors de la transformation du site. Claire Hutchinson vit toujours dans le Bronx. Elle a maintenant 69 ans. Elle n'a jamais cessé de chercher d'autres survivants, d'autres preuves, d'autres vérités. Elle tient un petit site internet où elle a publié tout ce qu'elle a pu rassembler sur le bâtiment K. Les documents, les témoignages, la photographie. Elle reçoit occasionnellement des messages de personnes qui pensent avoir été au bâtiment K, ou qui ont eu un parent qui y était. Mais la plupart du temps, ce sont des théories conspirationnistes ou des canulars. Les vraies preuves, les vrais témoins, restent terriblement rares. L'État de New York n'a jamais reconnu officiellement l'existence du programme du bâtiment K. Les quelques documents qui subsistent dans les archives sont classifiés ou considérés comme non pertinents pour la consultation publique. Les demandes de déclassification ont été systématiquement rejetées. Les médecins impliqués sont presque tous décédés maintenant. Le docteur Elizabeth Hargrove est morte en 2003, emportant ses secrets avec elle. Le docteur Martin Rosenthal a vécu jusqu'à 2007, honoré jusqu'au bout pour ses contributions à la recherche médicale. Agnès Whitley est décédée en 2001 en Floride, entourée de ses petits-enfants qui ne savaient rien de son passé à Willowbrook. Aucun d'eux n'a jamais été poursuivi. Aucun d'eux n'a jamais présenté d'excuses publiques. Aucun d'eux n'a jamais reconnu ce qui s'est passé au bâtiment K. Est-ce que justice a été faite? Non. Est-ce que la vérité a été complètement révélée? Non. Est-ce que les victimes ont reçu réparation? Non. Mais Claire continue. Elle continue parce qu'elle représente ses 43 enfants sur la photographie. Elle continue parce qu'elle porte en elle la mémoire de ses 147 enfants effacés des registres. Elle continue parce que Dorothy Hutchinson a risqué sa vie pour la sauver et qu'elle se doit d'honorer ce sacrifice. Et elle continue parce que, quelque part, elle sait qu'il y a d'autres survivants. D'autres personnes qui marchent dans les rues avec un numéro K gravé dans leur mémoire, qui se réveillent la nuit avec des cauchemars de chambre blanche et de blouses de médecins, qui portent sur leur corps des cicatrices inexpliquées. Elle continue parce que ces personnes méritent de savoir qu'elles ne sont pas folles, que leurs souvenirs sont réels, que ce qui leur est arrivé s'est vraiment passé. Le scandale de Willowbrook est connu aujourd'hui principalement pour les expériences d'hépatite menées par le docteur Saul Krugman entre 1956 et 1970. Ces expériences, où des enfants handicapés étaient délibérément infectés avec le virus de l'hépatite pour étudier la progression de la maladie et développer un vaccin, ont été largement documentées et condamnées. Mais le bâtiment K reste une note de bas de page dans l'histoire, un détail que peu de gens connaissent, une rumeur que les autorités s'empressent de démentir ou de minimiser. Combien d'autres bâtiments K existaient dans d'autres institutions à travers l'Amérique durant cette période? Combien d'enfants ont été utilisés comme matériel de recherche au nom du progrès scientifique et de la sécurité nationale? Combien de familles ont pleuré des enfants qui étaient encore vivants, enfermés dans des sous-sols institutionnels? Ces questions restent sans réponse. Et peut-être resteront-elles toujours sans réponse complète. Parce que ceux qui détiennent les clés des archives ont décidé que certaines vérités étaient trop dérangeantes, trop compromettantes, trop dangereuses pour être révélées. Mais les enfants du bâtiment K existaient. Ils ont vécu, ils ont souffert, et beaucoup sont morts sans que personne ne sache leur nom. Ils méritent d'être reconnus. Ils méritent d'être pleurés. Ils méritent que leur histoire soit racontée. Claire Hutchinson a 69 ans. Elle ne sait toujours pas qui elle aurait pu devenir si elle était restée avec sa mère biologique. Elle ne sait toujours pas pourquoi, parmi 147 enfants, c'est elle que Dorothy a choisi de sauver. Elle ne sait toujours pas combien de ses compagnons du bâtiment K sont encore vivants aujourd'hui. Mais elle sait une chose avec certitude. Elle a survécu pour témoigner. Et tant qu'elle sera en vie, elle continuera à le faire. Pour Rebecca Cormier, la première enfant du bâtiment K, pour le numéro 23 qui dessinait avec son sang, pour tous ces fantômes sans nom qui hantent encore les mémoires des quelques témoins restants. Leur histoire mérite d'être connue, même si elle est terrible,
même si elle est dérangeante, même si elle nous force à regarder en face les horreurs dont l'humanité est capable au nom du progrès. Le bâtiment K n'existe plus physiquement, mais son héritage perdure dans les cauchemars de ses survivants, dans les questions sans réponse de Claire Hutchinson, dans les zones d'ombre de l'histoire américaine que personne ne veut vraiment illuminer. Et peut-être, quelque part sur Staten Island, sous une pelouse parfaitement entretenue d'un campus universitaire, reposent les restes d'enfants qui n'ont jamais eu droit à une vraie sépulture, à une pierre tombale, à un nom gravé dans le marbre. Des enfants qui ont été effacés 2 fois, une première fois des registres officiels, une seconde fois de la mémoire collective. Mais pas de la mémoire de Claire Hutchinson. Pas tant qu'elle sera en vie pour raconter leur histoire. Cette histoire vous a-t-elle glacé le sang? Pensez-vous que tout a vraiment été révélé? Ou que d'autres secrets du bâtiment K restent encore enfouis? Partagez vos réflexions en commentaire, abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres secrets sombres de l'histoire. Et partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, osent affronter les vérités les plus dérangeantes. Car c'est seulement en gardant vivante la mémoire de ces enfants oubliés que nous pouvons nous assurer qu'une telle horreur ne se reproduise jamais.